Bienvenue dans Queer à Vif, ton podcast qui décrypte les luttes LGBTQIAP+, et féministes avec engagement et sans langue de bois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, l'inclusion dans le sport. Pourquoi est-ce important ? Comment nos invités la mettent en œuvre au quotidien dans leur association sportive ? Comment voient-ils l'avenir ? Au fait, je suis Julie, Juju pour les intimes. Mon pronom est elle, je suis infirmière et vous écoutez Queer à Vif, épisode numéro 4. Bonjour, je m'appelle Clémence Cambournac, mon pronom c'est elle et je viens de Toulouse. Donc j'ai fait du basket pendant de nombreuses années et aujourd'hui je suis formatrice et coordinatrice de projet dans une association qui s'appelle Artemisia. Et donc on est spécialisé sur les questions de genre et la prévention des violences sexistes et sexuelles. Et bonjour, moi c'est Romain, mon prénom c'est Il. Moi j'ai fait du basket aussi pendant 15 ans. J'ai arrêté à mes 18 ans, donc avant mon coming out. Et aujourd'hui je travaille dans une association qui s'appelle INSIT et qui favorise l'engagement des jeunes dans les territoires ruraux. Enchanté Clémence, enchanté Romain. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Oui. Parfait. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous allez passer un agréable moment. Ça ne sera pas une torture. On espère aussi. Donc, comme pour les invités du podcast précédent, je vous ai proposé quelques questions et nous allons donc discuter autour de vos réponses. Nous allons parler d'inclusion dans le sport. Vaste thématique. Ouais, c'est clair. Alors, en préparant en fait le sujet, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et du coup, on va faire 2 épisodes sur ce thème-là. Vous ouvrez le bal et ensuite une autre association sportive viendra clôturer ce double épisode. Pour l'instant, on réserve la surprise de la future association sportive qui viendra. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Bien sûr. Alors, on va commencer à se mettre dans l'ambiance tranquillement par une question brise-glace qui est: comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui au regard de l'ambiance qu'il y a de la société et l'ambiance politique ? Alors, qui se lance en premier ? Qui ouvre le bal sur cette question ? Clémence ? Question difficile, hein, parce que c'est sûr que le contexte actuel, moi pour le coup, m'effraie énormément, hein, entre les guerres dans le monde, toutes les problématiques actuelles, la montée de l'extrême droite, l'instabilité politique, toutes ces choses-là qui, personnellement, en tant que meuf lesbienne, m'impactent directement, et que meuf qui travaille dans une association qui travaille sur les questions de genre, on va dire que c'est quand même un contexte assez effrayant, mais je garde la tête haute et je continue d'avoir espoir. Et on va lutter. Et on lutte, c'est pour ça qu'on est là. Ouais, de mon côté, c'est sensiblement le même état d'esprit, ouais, c'est de se dire effectivement c'est très préoccupant et je trouve en plus que, en tout cas dans les pays occidentaux, ça intervient à un moment, cette montée de l'extrême droite, où finalement les communautés essaient d'être de plus en plus visibles, ou en tout cas il y a cette fabrique du visible qui essaie d'émerger, et en fait c'est très préoccupant de voir ces résistances à ce point, et donc ils sont complètement exacerbés. Après, comme vous, je pense qu'on peut se créer des poches de résistance aussi, et l'association de basket est vraiment dans cet esprit-là. Mais bien sûr, très préoccupé aussi par le fait que des politiques impactent des vies intimes finalement, et qu'il y a des logiques oppressives qui se mettent en place sur les sujets de genre, sur les sujets LGBT, mais sur les questions de racisme aussi, de grossophobie, enfin bref, toutes les logiques oppressives qui peuvent exister dans la société. L'intersectionnalité, ouais.
est-ce que tu peux nous parler de ton association ? Ouais, carrément, c'est une toute jeune association, donc président et fondateur en fait, du coup c'est comme ça que ça s'est fait, mais j'ai pas vocation à rester président pendant 20 ans. Alors l'idée, c'est parti d'un vécu personnel, d'un vécu intime, hein, où moi j'ai arrêté le basket à 18 ans, donc j'ai passé 15 ans à jouer au basket, mais dans le placard. Comme on dit, et puis j'ai arrêté à 18 ans pour diverses raisons, mais c'était un sport que j'adorais et que j'ai fini aussi par détester vraiment parce qu'il faisait partie d'une stratégie de dissimulation chez moi, que donc je m'en suis servi pour me dissimuler aux yeux des gens. Et puis, je sais pas, il y a 2 ans, on était à Decathlon, je suis passé devant un rayon de basket et j'ai pris un ballon et je l'ai acheté et je me suis dit je vais aller le tirer. Et en fait, je me suis dit, non, mais j'ai envie de reprendre le basket, je crois, et de réparer l'histoire finalement entre l'homme que je suis devenu, gay, assumé, fier, la tête haute, et l'ado détesté que j'étais finalement. Voilà, et donc je me suis dit, mais j'ai pas envie de reprendre dans une équipe classique. Et donc je me suis dit, bah, on va monter une aventure qui me ressemble et qui va rassembler des personnes LGBT. Et c'est comme ça qu'est né le 7 mai 2024 les Gaga Flamingo Basket. Ah, mais on arrive bientôt à un an. Exactement, c'est bientôt les 1 an. Ah, il va y avoir une fête ? Et ouais, le 6 mai à la Gougnotte, mais apparemment quand vous allez écouter ce podcast, ce sera trop tard. Faut suivre les réseaux. Exactement, suivez-nous sur Insta, on prend tout le monde. Donc de cette idée-là est partie monter une équipe. Et avec quels critères pour rentrer dans cette équipe ? Alors, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les équipes inclusives. Alors, à Toulouse, il y en a très peu, mais en France, ça commence quand même à se démocratiser. Donc, moi, dans les statuts, en tout cas, qu'on a rédigés, c'est vraiment à destination des personnes LGBTQIA+. Mais aujourd'hui, quand on dit inclusive, effectivement, il y a aussi des personnes hétéros, des personnes, comment dire, enfin, qui ne rentrent pas forcément dans les catégories LGBT, dans la communauté LGBTQIA+. Après, nous, on veille à ce qu'il y ait un équilibre pour ça. Donc, après, il n'y a pas de critères de niveau ou quoi que ce soit pour rentrer dans l'équipe. Tout le monde est la bienvenue. Après, le projet initial, quand je l'ai monté, c'était de participer aux Gay Games de Valence, qui seront en 2026. Donc, de monter une équipe gay masculine qui ira aux Gay Games. Mais j'avais bien précisé qu'aux entraînements, tout le monde était la bienvenue. Et puis en fait, on se rend compte que le projet évolue aussi puisqu'il attire plein de meufs. Et l'idée, c'est de pouvoir ensuite avoir d'autres prétentions et envoyer aussi des équipes féminines ou Flinta dans des compétitions inclusives. D'accord. Mais alors Clémence, comment est-ce qu'on rentre dans une équipe de basket gay masculine ? Non, c'était pas... Alors, non. Ouais, c'était pas gay masculine, il y a eu des filles dès le début. Hein. Oui, il y a eu des c'est ça. filles dès le début. Je vais rebondir avant sur l'histoire de pourquoi moi j'ai arrêté le basket, parce que pour le coup on n'a pas exactement le même vécu, et en fait moi le basket pour le coup ça a été un moyen de faire mon coming out en fait, parce que c'est à contrario des équipes masculines qui sont un temple de la virilité, et donc être homosexuel c'est impossible. A contrario, l'homosexualité dans le sport, dans les équipes féminines, c'est quand même bien plus accepté. Et en fait, en arrivant en senior, il n'y avait que des lesbiennes. Et en fait, moi, c'est la première fois où je me suis dit, ok, en fait, ça existe, c'est possible. Et c'est là, en fait, grâce à cette équipe-là, que que j'ai fait mon coming out, en fait. Là où j'ai arrêté le basket, c'était plutôt sur le côté milieu très compétitif. On se tire dans les pattes, faut être le ou la meilleure, et c'est hyper toxique en fait. Et en fait, c'est un schéma, moi, qui au début me plaisait, me parlait, mais petit à petit, je me retrouvais plus tout dans ça. Donc j'ai arrêté le basket, et en fait, d'une amie d'amis, j'ai appris qu'il y avait une équipe queer qui s'était montée à Toulouse de basket, et sincèrement, je m'étais dit, franchement, je pense que je reprendrai jamais le basket. Mais là, de voir qu'il y avait cette équipe qui se montait, qui avait l'air trop bien, je me suis dit, ok, j'envoie un message, j'écris un message et je m'inscris en fait dans l'équipe. Et donc en fait, c'est une équipe mixte, quoi, vraiment, hein, c'est pas que masculine, même si on retrouve forcément quand même un schéma classique dès qu'on passe en compétition, en fait. Les normes de genre classiques établies se retrouvent directement dans la pratique. Hein. Super contente en tout cas d'être dans cette équipe aujourd'hui.
Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les entraînements, vous faites du mixte, et dès que vous voulez faire des compétitions, il faut choisir si c'est une équipe masculine ou une équipe féminine, c'est ça? Alors, pas tout à fait. C'est juste pour la petite incise sur les vécus, parce que effectivement, je pense que c'est important de le dire, sur le vécu gay minorisé, effectivement, dans le milieu sportif. Et je pense que c'est aussi, mine de rien, important de le dire. Et c'était intéressant d'en parler, mais on en parlait même au bikini dimanche, sur le rapport au sport que les lesbiennes ont pu avoir dans leur enfance et le rapport au sport que nous, on avait, où on l'a vu comme nous un phénomène d'exclusion vraiment de la société. Alors, les entraînements, donc effectivement c'est mixte, voilà. Et en fait, nous, on voulait pas faire de match, nous, cette année. L'idée, c'était juste de faire des entraînements. Mais il y a quelques personnes qui m'ont tanné, elles se reconnaîtront pour faire des matchs. Et j'ai organisé des matchs amicaux contre des équipes loisirs, dites classiques. Mais qui sont en immense majorité des équipes masculines. Et en fait, où moi, je me suis retrouvé à un truc où il y a des règles différenciées. C'est-à-dire que on m'a dit, les filles, on n'a pas le droit de les contrer. Donc, on n'a pas le droit de sauter pour les contrer. Donc, par exemple, c'est ce qui énerve Clémence, parce que, et je l'entends, parce qu'en fait, Clémence, elle a aussi ça dépend du niveau, ça dépend pas du genre, quoi. Voilà, donc en fait, on se retrouve face à ce genre de règles qui nous sont imposées, quoi, et qu'on doit respecter. Et puis, elles sont en majorité, donc si l'équipe en face joue avec deux filles, nous, on va jouer avec deux filles. Enfin, voilà, on essaie d'avoir ce truc-là pour garder un équilibre dans les rotations. Ça se passe comme ça sur des équipes classiques, mais sur des compétitions après inclusives, l'idée c'est il y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a des compétitions mixtes, il y a des compétitions masculines, des compétitions féminines et des compétitions finta qui sont donc sans hommes cis hétéros, juste ça. Voilà. D'accord. Donc il y a toutes ces catégories-là qui existent pour que tout le monde soit inclus dans les compétitions. Et c'est affilié à la fédération de basket? Non, c'est la fédération des gays. Enfin, le truc, les compétitions inclusives. Ouais, pour des assurances, il faut quand même souscrire. Nous, on est affilié à la Fédération sportive LGBT+. D'accord. Voilà, qui est une fédération à part qui rassemble plein de... Oui. Oui, donc c'est inclusif, mais dans le côté entre LGBT, quoi, dans l'arc-en-ciel. Oui, enfin, la fédération, elle nous permet beaucoup de choses, mais oui, on n'est pas affilié à la Fédération française de basket, ouais. Oui, donc en fait, sur la fédération officielle nationale de basket, il y a une commission LGBT, à votre connaissance, qui travaille sur ces questions-là, ou est-ce qu'on est... c'est du rôle des associations, et puis ils espèrent que toutes les personnes queer vont là-dedans, et surtout pas... Franchement, je suis pas certaine. Moi, je sais juste que sur toutes ces questions un petit peu LGBT, c'est chaque comité sportif qui doit, en gros, un petit peu choisir ses règles d'inclusion. Il n'y a pas genre une loi globale pour tout le monde, mais du coup, c'est pas clair en fait pour personne, quoi. Et c'est ça. C'est ça, parce qu'au rugby, il y a quand même une commission au niveau national qui travaille sur ces questions-là. On l'a vu il n'y a pas longtemps aux échecs, il y a même une commission internationale aux échecs qui a statué sur l'exclusion des personnes trans. C'est un sujet dont il faut s'emparer, parce que bon, là, on parle d'orientation sexuelle, et à la rigueur, devrait rien avoir à faire dans le sport si on veut aller au bout de l'idée. Mais comment vous travaillez-vous en termes d'inclusion des personnes trans, par exemple? Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est Alors, c'est pas du tout un frein, effectivement, sur l'inclusion des personnes trans. On avait une fille trans en début d'année, mais elle n'a pas pu rester parce qu'elle était souvent à Paris, parce que c'était une artiste, une meuf trans, donc on l'accueille comme une fille, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de... Nous, parce que je vois ce que tu veux dire, sur les fédérations, il y a des catégories masculines, etc. Nous, du coup, on n'est pas du tout dans ça, tant qu'on ne s'inscrit pas dans une fédération. Et ce ne sera pas le cas, puisque ce n'est pas l'objet de l'association de faire ce championnat-là. Ouais. Ok. Ouais, donc pour l'instant, vous êtes plutôt dans une idée de construire quelque chose avec des gens qui pourraient rester peut-être plusieurs saisons pour vraiment développer ça. Et peut-être jouer avec d'autres clubs qui sont amateurs. Ouais, exactement. C'est de pouvoir affronter... En fait, l'idée, c'est de montrer aussi qu'on a une place sur les parquets, qu'on soit lesbienne, gay, bi, trans, queer, enfin vraiment personne queer, et que... parce qu'en fait, on se considère aussi comme ça, je l'avais dit, on est une équipe queer, donc c'est-à-dire finalement en marge de l'hétéronormativité, et voilà, et c'est ça un peu
le cap qui est donné, et donc en lutte contre le patriarcat. Et en fait, le patriarcat, il nous a aussi exclus souvent des parquets. Et en fait, Clémence disait, oui, on fait facilement notre coming out, etc. Mais en fait, les terrains, ils sont aussi plus souvent donnés aux mecs qu'aux filles. Enfin voilà, et là, l'idée, c'est d'avoir un terrain qui est aussi pour les filles et pour les garçons, et de jouer ensemble et de montrer que c'est possible, quoi. Ouais, mais alors je rejoins Clémence sur cette idée-là, parce qu'au rugby, on voit les mêmes choses. On voit les mecs, au rugby, c'est compliqué. Que finalement, dans l'équipe féminine, on parle de leur mariage, on parle de leurs enfants. Bon, pour une fois qu'on a un petit avantage, quand même. Complètement. C'est pas du tout les mêmes dynamiques. Et en plus d'être lesbienne, on reste des femmes. Et en fait, de base, la pratique féminine est complètement invisibilisée. Donc, tout à fait. en fait, ça dérange pas trop parce qu'on n'en entend pas non plus trop parler. Ouais. Donc, de un, on remet pas notre masculinité en jeu. Donc, en soi, ça dérange pas. Puis, les lesbiennes, il faut quand même le savoir, sont un peu le fantasme. C'est une des recherches sur les sites pornographiques les plus faites dans le monde. Donc, en fait, les lesbiennes... ça dérange beaucoup moins que deux hommes ensemble qui s'aiment, quoi. Et surtout pas dans le sport. C'est ça, mais oui. Ce qui se passe dans les vestiaires. Complètement. On attaque la virilité des autres hommes hétéros. Complètement. Oui, et c'est ça qui est tragique, parce qu'en fait, ça voudrait dire que en fait, on est associé comme un espèce de sexe faible, donc ça renverrait le fait que du coup, les femmes, c'est le sexe faible. Enfin, vraiment, c'est des réactions en chaîne qui sont absolument dramatiques, et notamment pour les gamins et les gamines, quoi. Et c'est vraiment ça aussi le message qu'on veut faire passer. Enfin, on se réunit tous les samedis, c'est hyper réconfortant, on joue ensemble, on est trop contents et contentes. Mais en fait, on veut aussi à un moment donné faire passer un message que sois toi, et puis juste il faut arriver à se créer l'espace. Pour le moment, on n'a pas de gymnase de la mairie, on est obligé de payer à la maison du basket, donc c'est encore voilà, il y a des choses à faire bouger malgré notre lobbying, quoi. Et puis on a besoin de visibilité, parce qu'en fait on a des modèles dans le foot, dans le rugby, qui sont quand même les sports visibles à la télé, sur France 2 ça passe, enfin voilà, on a quand même vous au basket, je sais pas si quelqu'un est capable de citer un joueur gay dans une équipe. Alors chez les filles, oui. Mais chez les hommes, non. Qui prend la parole publiquement et qui dit voilà, moi. Complètement. Et votre rôle est important parce que du coup, vous montrez que c'est possible de jouer juste au basket. Oui, prendre un ballon, le mettre dans un panier. Il n'y a pas besoin d'avoir une sexualité. Oui. Absolument. Oui, la puissance du modèle, je te rejoins là-dessus, c'est primordial, quoi. Et après, au final, dans le sport féminin, mais ça date, j'avais pris l'exemple d'Amélie Mauresmo quand elle fait son coming out en 99, mais en fait, elle s'en prend tellement plein la gueule. Enfin, on la compare à un demi-homme, on ne parle que de ses muscles. Et donc, je me dis aussi, et malgré tout, dans le sport féminin professionnel, je sais pas, il n'y a pas non plus 1000 personnes qui ont fait leur coming out, quoi. Alors, j'ai pas les noms en tête parce que je me rappelle pas de toutes les joueuses, mais il y en a quand même pas mal, entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais je sais qu'en tout cas, il y a eu bien plus de coming out fait dans les équipes féminines que masculines. Alors que, pour autant, le ratio homme gay, femme lesbienne, au final, en fait, ça reste un sport. Et c'est un milieu homosocial, donc ça veut dire que tu n'es que avec des personnes du même sexe que toi, et tu développes forcément des sentiments en fait autres que amicaux, et t'es tout le temps ensemble. C'est juste, le souci, c'est que chez les femmes, c'est ok, et chez les hommes, ça l'est pas. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de mec gay, et c'est hyper violent pour un mec gay de faire du sport, et notamment un sport dit masculin, donc basket, rugby, foot. C'est un placard de plus, Complètement. Ça fait une porte de plus à ouvrir, ça fait des coming out à ouvrir, ça va faire. Complètement. Sur quelque chose qui est censé faire du bien à la santé, puisque c'est quand même. L'idée, c'est aussi de faire du sport pour pouvoir se défouler, aller mieux, se sentir mieux, faire ce qu'on a envie. Et ça fait une charge mentale. Et juste sur ça, c'est vrai qu'on le voit au niveau des gagas. C'est vrai que tous les mecs gays, on s'est dit, en fait, on a un peu la même trajectoire que je racontais tout à l'heure. Alors que chez les filles, il y a des débutants, il y a des débutantes aussi. Et c'est vrai que toi, par exemple, c'est pas du tout la même trajectoire, le même parcours. Enfin, c'est marrant de voir un peu cette différence-là, qui est intéressante, mais qui au final nous amène à être ensemble et se comprendre aussi mutuellement. C'est ce qu'on se disait aussi la dernière fois, de comprendre aussi le vécu de lesbiennes ou de meufs trans ou de meufs ou de personnes non binaires, et de comprendre le vécu gay aussi. Alors on est sur un podcast qui a vocation à faire un peu de politique, donc on va rentrer un peu plus dans des questions
poil à gratter. Donc sur Toulouse, vous avez monté cette équipe-là. Est-ce que vous êtes contacté par d'autres des équipes toulousaines officielles qui sont affiliées à la fédération pour voir un petit peu comment ça fonctionne chez vous, pour les aider, les accompagner peut-être aussi dans cette idée de les rendre plus inclusives? Pour le moment, non, on n'est pas contacté. En revanche, je pense que les matchs amicaux qu'on fait, ils nous voient, les gens nous voient arriver, enfin, ils voient la marche des fiertés arriver dans leur gymnase. Je pense que ça, ça doit surprendre un petit peu. On arrive avec nos immenses drapeaux LGBT, Avec nos flamants plein de roses, supporters. plein de supporters, alors les qu'eux n'ont clichés. personne. C'est vraiment... Ah ben oui, on a ben on adore, Les on adore. les chaussures compensées, c'est pratique ça. C'est une très bonne idée. Donc je pense que rien que là, on arrive aussi à faire évoluer. Et du coup, je regardais même sur Instagram, on a les gens des équipes qu'on affronte qui nous suivent et qui viennent voir et qui sont un peu curieuses aussi de ça. Mais par contre, en revanche, bon, on existe depuis quelques mois. Hein. On n'a pas ce truc, tu vois, de sensibilisation. Enfin, on n'est pas contacté, mais voilà, on aurait peut-être vocation à le faire aussi. Ouais. Parce que l'idée, je présume que derrière votre projet, c'est faire du sport, c'est ok, mais c'est probablement aussi porter un message plus militant et militante, pas simplement de mettre des ballons dans un panier. Complètement. Ben, même moi je le vois, j'ai joué du coup pareil pendant très longtemps et du coup sur Instagram il y a plein de coéquipières, d'adversaires qui vont me suivre et en fait rien que de faire des stories où on voit les Gaga Flamingo, j'ai reçu plein de messages de ah mais trop bien tu joues dans une équipe queer, ah mais trop bien tu t'es remise au basket et en fait rien que cette visibilité, ça permet de faire parler et de voir qu'en fait c'est possible de faire du basket autrement que ce qu'on a toujours vu, ce qu'on nous a toujours montré de c'est telle compétition, c'est tel truc, c'est toi qui vas ci, c'est toi qui vas ça. Alors que là, en fait, on montre une autre façon de faire du basket et une façon, pour moi, bien plus saine en tout cas que le chemin qu'on nous trace, quoi. On vit une période un peu compliquée dans le sport, notamment grâce au président élu des États-Unis, ce brave Donald Trump. Alors j'aime bien toujours préciser élu, parce que il a quand même été élu démocratiquement, il n'a pas fait... il n'a pas pris le pouvoir par la force. On se dit toujours qu'en France ça peut pas arriver, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans l'isoloir et ce que votent les gens, on ne peut pas les forcer à voter, donc pas oublier qu'il a été élu. Une des premières mesures qu'il a prises, qui semblait extrêmement importante, c'est de virer les personnes trans, et ça visait les femmes trans, du sport. Alors, les études scientifiques qui ont été menées sérieusement montrent qu'une femme trans a un taux de testostérone largement inférieur qu'une meuf cis. Donc, il y a quand même une perte de 20% estimée en masse musculaire, en capacité cardiaque. Donc, l'avantage, il y est scientifiquement, il n'existe pas. Mais est-ce qu'il faut en arriver à légiférer pour inclure ? Moi, je pense que la première des choses à faire, en tout cas, pour cette question-là, c'est de former les personnes qui sont dans les clubs et qui encadrent la pratique des gens. Parce qu'il y a le plus gros souci qu'on a, en fait, c'est la représentation des personnes trans. Et une méconnaissance et des stéréotypes et des idées reçues qui vont en fait pénaliser les personnes trans dans la pratique. Et en fait, pour moi, c'est un gros manque d'éducation et de connaissances. Donc pour moi, la première des choses à faire déjà, c'est de former les gens. Je dis pas ça parce que je suis formatrice, mais pour moi, c'est la chose primordiale à faire. Ensuite, adapter le côté organisationnel, dans le sens où peut-être mettre des vestiaires fermés, des vestiaires, voilà, avec des horaires précises par tranche où les gens en fait peuvent se changer quand ils ou elles ont envie sans devoir se retrouver devant 15 personnes nues dans les douches. Enfin, en fait, adapter ça. Alors ça, pour moi, ça passe par de la légifération. Mais je pense que le principal souci, c'est effectivement ce manque d'éducation sur ces questions-là qui induisent des violences monstrueuses pour les personnes trans qui veulent juste faire du sport en fait. Ouais, et puis je pense aussi écouter les personnes concernées. Complètement. La formation, c'est important, mais c'est aussi être en capacité de se dire que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est est-ce que les équipes traditionnelles font appel à vous pour faire cette partie-là de formation, d'information en disant c'est ok en fait, il y a un cadre légal, la discrimination c'est interdit, etc. C'est aussi à faire avec les personnes trans, c'est-à-dire faire appel à des associations qui savent, qui peuvent porter cette
cette idée-là d'organisation. Oui, et puis j'avais vu une super conférence qui s'appelle Couronner les vainqueurs, qui traitait aussi de ces sujets-là et qui disait en fait la problématique, c'est que le CIO, donc le Comité international olympique, en est à devoir définir ce qu'est une femme et ce qui n'est pas une femme. Et en fait, c'est quand même un énorme problème déjà de base postulat. Donc, ils se sont foutus à faire des quantités de recherches. Il y a eu des choses atroces envers des athlètes comme Caster Semenya, une coureuse sud-africaine, voilà, où en fait, c'est à partir du moment où ces personnes-là commencent à gagner aussi que ça pose problème. Et ça, c'est quand même très étrange, très surprenant. C'est-à-dire qu'avant, ces gens-là ne gagnent pas forcément et en fait, on n'en parle pas. Donc il y a quelque chose qui me surprend dans cette société où quand il y a des modèles qui arrivent, Caster Semenya n'était pas une femme trans, c'était une femme, comme le sont les femmes trans, mais il n'y avait pas eu de transition. Elle est cis, voilà. Et en fait, c'est à partir du moment où elle a gagné qu'on a commencé à douter de sa féminité, etc., et à faire des recherches. Et en fait, aujourd'hui, moi, je suis incapable de dire est-ce qu'il y a une femme trans ou un homme trans qui est champion olympique ou qu'on pourrait avoir en modèle en se disant mais c'est génial. Et puis en fait, c'est pas du tout un souci parce qu'aujourd'hui, on le pose comme un problème, quoi. Et je pense que c'est cette grille de lecture qu'il faut arriver à renverser. Et précisément en mettant en lumière les personnes concernées, en les écoutant, quoi. Alors, moi, on enregistre ce podcast, là, on est à mi-avril. Il y a une décision importante qui est tombée en Angleterre. Oui. Et qui, tu parlais de définir ce qu'était un homme ou une femme. Alors, ce qui est déjà dans ce postulat de départ est une problématique, puisque ça veut dire qu'on exclut d'emblée les personnes non-binaires, ce qui est absolument horrible. Et ils se sont attachés uniquement au sexe, et au sexe de naissance. Voilà, on en revient toujours au même, c'est-à-dire que ce qui nous définit, c'est ce fichu sexe de naissance, alors que en fait, d'abord, ça devrait rester perso. Je vois pas comment on demande aux gens quel est leur sexe. Et puis ensuite, c'est la personne qui s'autodétermine. Oui, et on éviterait justement aussi à la naissance parfois des réassignations où on impose sur les personnes intersexes aussi, parce qu'on veut absolument que ce soit l'un, soit l'autre, soit un garçon, soit une fille. Et effectivement, c'est aussi un problème et traumatisant pour certains enfants. Qui continuent à se faire en France, Absolument. où on est régulièrement d'ailleurs condamné pour ces pratiques-là. Et alors après, s'il y a des dérives, puisque c'est l'argument massu des personnes et des antis, c'est oui, mais il va y avoir des mecs qui font exprès de faire des transitions pour gagner. En fait, derrière, c'est comme le dopage. S'il y a des gens qui trichent, où c'est prouvé qu'ils ont triché, où il y a... en fait, les sanctions, elles s'appliqueront de base. Mais ça n'a jamais posé de problème qu'un cycliste, il se shoote à du sang, il se fasse des transfusions sanguines, ils se font choper, ils ont été sanctionnés. Donc, Oui, puis ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du sport. C'est ce que disait la conférencière en disant mais ça n'est jamais arrivé que voilà. Donc c'est complètement. Mais je pense que derrière ça, il y a des considérations politiques, conservatrices qui sont très dures à faire bouger, quoi. Patriarcale énorme parce qu'un homme trans dans le sport, ça pose pas de problème. Non. Une femme trans qui pourrait être un peu trop forte, ça pose problème. Et même une femme cis, ça on l'a vu pendant les JO, la boxeuse algérienne, qui est remarquable, hyper forte. Premier truc qu'on a fait, c'est dire « Oh, c'est un homme ». C'est ça. En fait, c'est pas possible d'être forte pour être une femme. Que tu sois une femme cis ou une femme trans, en fait, c'est inconcevable. Donc... tous les mécanismes vont être mis en place pour limiter la pratique des femmes, en fait. Et Amélie Mauresmo, c'était ça. Mais oui, c'est ça. En plus, elle avait fait un coming out, donc elle était lesbienne. En plus, c'était vraiment le crime de lèse-majesté. Ouais. Mais c'était ça aussi, mais c'est un homme. C'est impossible qu'une femme soit forte et musclée, quoi. Alors que Gianni Longo, par exemple, qui a gagné tout ce qui peut se gagner en vélo, mais qui était plutôt fluette, qui était là, on n'a jamais dit c'est un mec dissimulé. Non. Et en fait, c'est vraiment le physique qui prime dans ces cas-là, alors que
C'est juste les meufs, elles s'entraînent, elles bossent dur, elles gagnent, et là c'est problématique, effectivement, elles gagnent. Bon. Ouais. Et il y a tellement de siècles d'investissement sur les masculins, sur les hommes à rattraper. Parce que c'est peut-être pour ça aussi les différences parfois de... Parce que elle disait, en gros, la conférencière, le CIO est emmerdé parce qu'il y a des différences de performance sur le 100 mètres, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de choses, de construction sociale qui l'expliquent aussi, quoi. Oui, mais donc en fait on en revient quand même à la question initiale qui était est-ce qu'il faut légiférer, mais c'est qu'à un moment donné il va quand même falloir qu'on pose un cadre parce que ce cadre-là va permettre de sanctionner. Complètement. Parce qu'aujourd'hui il y a la loi sur la discrimination avec les critères de discrimination qui s'appliquent au sport comme à la vie sociétale normale. Peut-être que dans le sport, il faut aller un peu plus loin. Tu parlais, Clémence, des vestiaires, tu parlais des douches, la dysphorie, quand elle touche, c'est compliqué de venir se doucher devant tout le monde. Et donc, effectivement, de pouvoir dire, c'est un endroit qui est réservé, voilà, vous y allez, vous y allez pas, il n'y a pas d'obligation, mais en attendant, c'est une possibilité, c'est une porte. Ce qui permettra des gens qui sont en crise dysphorique, justement, de pouvoir faire du sport pour les aider, parce que quand même, le lien social dans ces périodes-là, c'est hyper important, en se sachant sécurisé. Et ça, on ne le passera pas juste au bon vouloir des clubs. Ah non, c'est sûr qu'il faut légiférer. C'est comme en politique, quand on a parlé de faire des quotas et d'instaurer la parité, tout le monde disait, mais les femmes, non, en gros, elles ne le méritent pas, on est obligé de... Mais en fait, ces femmes, elles sont là. Le quota et la parité, c'est le moyen pour arriver à de l'égalité. Donc le souci, c'est que oui, malheureusement, aujourd'hui, la société dans laquelle on est obligé de passer par des textes de loi pour arriver à une pratique safe, inclusive et égalitaire, où tout le monde se sent à l'aise, quoi. C'est l'histoire du mariage pour tous. Ça n'avait aucun sens de pouvoir avoir une loi qui dise tout le monde peut se marier. En fait, il a fallu passer par cette loi-là pour pouvoir sanctionner les mairies qui refusent encore aujourd'hui de pratiquer ces mariages-là. On est obligé de passer par là. Parce que la loi fait avancer les mentalités aussi. Du coup, la transition avec la dernière partie du podcast, puisque mine de rien, on arrive sur la fin. Du coup, imaginons, alors vous allez répondre à tour de rôle, imaginons que vous soyez un matin ministre des Sports. Quelle serait la première mesure que vous prendriez en faveur de notre communauté ? Alors, communauté queer en général. En fait, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête, mais ça dépend si vraiment on part dans le meilleur des mondes. En fait, moi, je changerais carrément le modèle compétitif qu'on a actuellement. En individualisant plus la pratique qu'en la faisant par genre, les féminins, les masculins. Tu vois, je vais faire un parallèle avec, par exemple, l'EPS à l'école. Les barèmes sportifs. On a les barèmes pour les filles et les barèmes pour les garçons. Pareil, en fait, moi je proposerais plutôt des barèmes soit par niveau et en fonction des personnes qui passent. Et pas, t'es une fille, tu estimes que tu peux courir ça et c'est ça ton max. Et toi, t'es un garçon, c'est ça ton max. En fait, et du coup, ce serait pareil. On fait des équipes en fonction des capacités vécues et niveau des personnes. Et pas en fonction du sexe des personnes. Bon, laisse tomber. Je partirai sur ça. J'ai pas de... J'ai rien à ajouter. Clémence, tu le game, on reste sur ça. Oui, et je pense que ça évite en plus des phénomènes d'autocensure et d'auto-exclusion qui doivent être très présents chez les petites filles, quoi. Je suppose, c'est pas mon vécu, mais je vois même ma petite sœur où je me dis, mais en fait, à un moment donné, on inculque tellement que les filles sont forcément un peu plus faibles dans les barèmes, etc., qu'en fait, il y a des phénomènes d'autocensure et qu'à un moment donné, on va pas s'autoriser à être aussi forte que les garçons. Et je pense que ça viendrait lever, en effet, tout ça, quoi. Et rien que dans le basket, on le voit, les filles, elles jouent avec des tailles 6. C'est des tailles des ballons. Et donc, les garçons, dès Benjamin, si je dis pas n'importe quoi, ils vont jouer avec des tailles 7, donc un ballon plus gros. D'accord. Alors que les seniors filles, qui font souvent 2 mètres, elles vont jouer avec des tailles 6. Donc en fait, rien que dans ça... Tu te dis quoi, les filles, elles sont pas capables de jouer avec des ballons de taille 7. La ligne des 3 points des filles qui est plus près. Enfin, en fait, c'est des mesures tellement sexistes et dans les règles du basket qu'en fait, tu te dis, en fait, on est quoi ? On est des merdes. Enfin, non, mais. Désolé, mais. Et du coup, c'est pareil en EPS avec les barèmes. Enfin, moi, à l'école, au collège, j'étais toujours la fille forte. Donc, je faisais quoi ? Je jouais avec les garçons.
Mais du coup, bah, moi, on me faisait jouer avec des garçons. Par contre, le garçon, pas fort en EPS, il allait pas jouer avec les filles. Ah ben non, faut Tu pas. vois, t'as tout ce parallèle. Et t'es en mode, bah, en fait, le cadre qui englobe et encadre la pratique sportive de base est sexiste, raciste, homophobe. Donc en fait, bah, forcément, les personnes, quand elles s'insèrent dans un sport, bah, soit elles vont dans la norme, soit elles s'en écartent et elles arrêtent, quoi. Ben oui, et puis tu viens de dire quelque chose d'important, raciste. On peut pas passer à côté non plus bien sûr. dans l'inclusion. En fait, cette histoire du voile dans le sport, mais qu'est-ce que ça vient faire, sincèrement? C'est, encore une fois, c'est les personnes concernées. Si les personnes concernées ont envie de jouer avec un voile, mais en quoi ça vient poser un souci dans le sport, en fait? Et encore une fois, ce sont des femmes. Ben oui. Qu'on va stigmatiser à cause d'un signe dit religieux, mais on va pas faire le parallèle par exemple avec des hommes qui vont avoir une barbe, voilà, qui vont revendiquer religieuse. Par contre, les femmes, ça pose problème. Et encore une fois, le souci, c'est elles. C'est à elles qu'on va interdire de pratiquer. Et en fait, pourquoi ça nous pose problème, quoi. C'est ça. Et c'est encore une fois des lois qui ont été pensées par des mecs et qui en plus sont d'une génération où bon, il faudrait se mettre en retrait sur ces questions-là, ça nous gênerait absolument pas. Et là, mais c'est ça le souci, quoi. Alors que quand là, il y a eu plein d'enquêtes sur les violences sexuelles dans le sport, par exemple, par les fédés, 1 enfant sur 7. Enfin, t'es là, en fait, le souci, c'est le voile, le souci, t'es sûr qu'il n'y a pas d'autre problème à gérer avant, et t'es là, mais... Et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'au collège, au lycée, on veut développer de plus en plus de sport, il faut en faire parce que on s'est aperçu que ça permettait le bien-être. Et en discriminant justement les personnes, peu importe encore une fois leur discrimination, on est dans l'intersectionnalité, on s'en fiche. On vient mettre cette chape de plomb en leur disant mais vous pourrez pas, vous ne pouvez pas, et ça c'est quelque chose qu'on va ancrer dans leur cerveau qui va perdurer pendant des années. Et d'ailleurs Romain, tu le disais au début, tu as arrêté et il t'a fallu du temps pour y revenir, et au lieu de vraiment d'emblée dire aux gens mais en fait on s'en fout. Et d'ailleurs quand on est au collège ou au lycée, on joue bien en mixte, on joue ensemble, on va pas séparer les choses. Et nous aussi dans les petites catégories en mini poussin, tout ça, on joue en mixte. Et puis sur ça, dire aussi, et quand ces filles-là, elles créent une asso où elles sont juste entre elles, donc une asso communautaire, mais en fait on va les pointer du doigt en disant oh là là, bon, si on dit pas que c'est islamo-gauchiste ou islamiste, on leur dit mais c'est trop bizarre, du coup ça veut dire que vous excluez les autres. Et en fait j'ai peur aussi, nous, qu'on ait un jour ce genre de retour en disant mais oui, mais vous jouez qu'entre vous, c'est pas ouvert, du coup c'est pas du tout inclusif. Enfin voilà, il y a ce truc aussi où en fait quand on crée nos espaces, on nous renvoie à un truc où presque on fait un truc mal, quoi. Donc c'est assez ambivalent. Bon, nous on est, je pense, assez militantes dans l'équipe et très sûr de ce qu'on fait, de cet espace qu'on s'est créé, mais je pense qu'il faut être aussi solide pour se créer ces espaces-là, quoi. La non-mixité, ça protège. Bien il y a des moments, il y a des endroits où on peut être en mixité totale, c'est pas un souci. Il y a des moments où la non-mixité, elle s'impose d'elle-même. C'est une protection. Oui, et une façon d'arriver à se réapproprier des espaces desquels on s'est fait exclure de façon implicite. Donc en fait, c'est juste donner un temps, un instant T, l'espace à des personnes qui n'ont plus le droit d'être dans cet espace, qu'elles apprennent à se réapproprier l'espace, et après, en temps libre, c'est bon, on arrive à revenir jouer sur les terrains dans les city-stades, quoi. Clémence, ministre des Sports, je pense que... Je vote pour. On est pas mal, hein. On est pas mal. 2 petites questions pour terminer sur la politique actuelle du gouvernement. Est-ce que vous trouvez que la politique actuelle qui est incarnée par les personnes présentes, alors on est encore au gouvernement Bayrou, est-ce que vous trouvez que cette politique est féministe et inclusive ? Non. Non, bien évidemment que non. Mais, en tout cas, en ce qui concerne, il n'y a pas de mesure directe où on s'est dit, on prend en main la question et on y va, quoi. Non, c'est sûr. C'est une non-question. Donc, Et les revendications des associations LGBT féministes sont encore portées, donc ça veut dire que ça n'a pas été entendu au niveau politique. Donc, Est-ce qu'on déprime complètement et on arrête tout ? Est-ce que vous voyez des choses positives quand même qui se dessinent ? Moi, du coup, mon métier, je suis formatrice, donc sur ces questions-là. Clairement, si j'avais pas d'espoir, je ferais pas ce métier. Non, mais c'est... Voilà. En fait,
de faire ce métier-là, je me rends compte que ça fait bouger quand même les choses, qu'on voit de l'évolution, qu'il y a des personnes qui se saisissent de ces questions-là, de ces enjeux, qui sont hyper motrices, qui ont envie que ça évolue. Donc sur le terrain, vraiment, oui, il y a de l'espoir et les personnes ont conscience quand même de ces discriminations. Où j'ai un petit peu moins d'espoir, c'est quand même, oui, au niveau supérieur et politique, maintenant il faut quand même des financements pour que ça suive. Et on le voit nous en tant qu'asso, les recherches de financement, c'est toujours compliqué. C'est des demandes de subventions où on est 20 assos pour avoir la même subvention, il n'y en a que des miettes. Enfin, en fait, c'est compliqué, hein, et on n'a pas envie de perdre espoir non plus, parce que dans ces cas-là, on arrête et on part, quoi. Ouais. Et toi, Romain? Oh, dans la politique actuelle, pas vraiment, mais ce qui est intéressant, c'est quand même les mouvements citoyens et voilà, et d'arriver à comme je disais, se créer ces espaces de résistance aussi, c'est quand même hyper important. Et en fait, si on nous fait pas la place, on va se la faire nous-mêmes. Et c'est ce que je pense j'ai voulu impulser avec les Gaga Flamingo, mais j'ai par ailleurs aussi des projets d'écriture où j'essaie aussi de mettre la lumière sur la question queer, mais sur la question palestinienne aussi, enfin voilà, sur essayer de parler de ces sujets autrement que les vociférations malheureusement politico-médiatiques. J'ai pas du tout envie de cracher contre les journalistes et tout, c'est pas du tout l'objet, mais c'est de dire parfois effectivement il y a des partis pris où il y a des traitements qui sont indignes. Voilà, et hors du réel, et parce qu'on n'a pas aussi donné la parole aux personnes concernées. Mais effectivement, tout ce qu'on voit, c'est tout petit, évidemment, c'est une goutte d'eau, mais ce qu'on voit le samedi matin, c'est quand même trop cool, et je me dis, oui, c'est un signe positif. Alors maintenant, est-ce que les pouvoirs publics vont nous suivre dans nos aventures? Rendez-vous dans quelques mois pour le savoir. Alors, avant de se quitter, il y a quand même une question auquel on n'a pas répondu. Pourquoi Gaga Flamingo? C'est vrai qu'on aurait dû commencer par ça. En version... En version raccourcie, pardon, on est trop bavard et bavarde, c'est ça. Non, alors Gaga Flamingo, c'est... Alors, dans la culture basket, il y a on m'a dit d'y aller vite, et en fait, je commence par dans la culture basket. Il y a un truc sur les... Dans les équipes de basket se nomment parfois avec des noms d'animaux, notamment aux États-Unis. On a les Bulls, les Taureaux, voilà, les loups. Handball, ça. Ouais. Je vais faire la maline. Oh, c'est un ballon, c'est rond. Il y a l'équipe de Phoenix aux États-Unis, mais ça, c'est le nom de la ville, par contre. Mais enfin, voilà. Et bon, ça va, j'ai compris. Ouais. Et du coup, on s'est dit, mais quel animal? Et on voulait un animal un peu queer, voilà. Et le flamant rose nous paraissait très bien. En rose, quand tu tires au basket, t'as Ouais, ton poignet y a qui se un casse peu et ça fait un peu la tête du flamand. Absolument. Je te montrerai des photos, Julie, si tu veux. Et aussi, c'est Toulouse, la ville rose, et il y a beaucoup de flamants roses dans la région Occitanie, donc c'était un clin d'œil. Et Gaga, ça vient de Freddie Mercury, Radio Gaga, et donc Lady Gaga aussi, qui sont des icônes queer pour notre visibilité. Et du coup, Gaga, et on s'est dit c'est un truc qui sonne, qui est punchy, qui sera très bien. Ah ouais, il est pensé en fait. Ah, le nom est pensé, le nom est réfléchi. On a fait des heures de réunion ici avec des amis. Moi, c'est aller plus vite, hein, le nom du podcast. Je vais pas passer autant. Peut-être j'aurais dû, mais... D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet échange. C'est hyper constructif et c'était super. C'est toujours un peu frustrant parce qu'il y a encore tellement de choses à venir dire. Il reste une question qui vous appartient, qui est l'instant promo. Donc, où est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce que vous avez des comptes Insta? Est-ce qu'on peut venir vous voir pour les matchs? Le président répondre. Ouais, président, community manager aussi. Il y a un gros problème de gouvernance dans cette asso, c'est-à-dire qu'il y a une concentration des pouvoirs, mais qui est amenée à vraiment, pour ma survie, qui est amenée à se partager. Le burn-out associatif, on va voir. C'est pas le sujet du podcast, mais ça existe. Mais ouais, c'est vrai que ça pourrait être, mais bon. Non, oui, on a un compte Insta, Gaga Flamingo Basket, n'hésitez pas à nous suivre. Ouais. On sera à la Pride, et puis après, vous pouvez suivre, on annonce les matchs voilà, au fur et à mesure. Et puis on espère avoir un deuxième créneau l'année prochaine, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on refuse des gens, parce qu'on est complet. C'est super, ça. Ouais, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Ça veut dire qu'il y a de la demande, et à la fois ça dit aussi quelque chose du sport amateur et même professionnel dans tous les cas. Voilà, donc c'est aussi le petit message, donnez-nous des créneaux, donnez-nous des espaces pour pratiquer le basket, parce qu'il y a du besoin, et que
on aimerait répondre à ces besoins-là pour que D'accord. les personnes puissent s'épanouir. Et là, pour l'instant, vous jouez, c'est à Toulouse? Ouais, là c'est à local? Toulouse, ouais. À Toulouse, mais on accepte des personnes de la Non, banlieue. Mais les Si, matchs si vous- restent dans voilà, les la matchs. région Ah oui. plutôt toulousaine. D'accord. Ouais. Ok, donc le Contesta, mais ça je le mettrai sur la description du Mm. podcast, je mettrai le lien vers votre Contesta et on peut venir vous voir pour les matchs. Avec Ah, mais grand avec plaisir. grand plaisir, au contraire. Il Ouais. faut venir habillé arc-en-ciel ou... On fournit des drapeaux de temps en temps. Venez comme vous voulez. C'est ça. Super, merci beaucoup pour cet échange. Ben, merci à toi. Merci à Et toi. puis ben, ouais. on se verra peut-être à un match, mais moi dans les tribunes. Voilà, Pas sur le terrain. non, ça non. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et voilà, comme toute bonne chose, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. D'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à débattre. Pour la visibilité de ce podcast, partagez-le, likez-le, envoyez-le à tous vos potes. En plus de le faire connaître, ça nous motive à continuer. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, solidarité avec toutes les femmes. Personne ne luttera à notre place. Mon corps, mes choix et surtout ta gueule. À très vite. C'était Julie, votre hôte queer.